Laine, François, c'est parti. Bon webinaire. Merci. Bonjour et bienvenue au webinaire Optimisme avisé de Potential Project. Je suis Laine Dussert, conférencière et formatrice, et j'anime cette conférence qui sera très participative avec François Besson, que vous voyez également à l'écran. Je suis américaine, en France depuis de nombreuses années, et je travaille dans la finance à côté de mon activité de conseil pour Potential Project. Potential Project, c'est 180 facilitateurs dans 28 pays, et nous avons formé plus de 200 000 managers et leaders dans 600 entreprises à des techniques d'entraînement mental pour améliorer performance, résilience et innovation. François, 2 mots pour te présenter? Merci Laine. Ouais, je suis très heureux de co-faciliter avec toi aujourd'hui. François Besson, je fais partie de l'équipe Potential Project depuis 6 ans environ. Mon histoire se situe dans l'industrie de la banque et puis des logiciels, avec tout un ensemble de fonctions en direction générale, en direction commerciale, stratégie. Et donc vraiment content d'animer avec toi à deux voix. Je me demandais si du coup on allait chanter en canon pendant la conférence. C'est ça. Allez, à toi Laine. Ça fait des années que François et moi et toute l'équipe de Potential Project France accompagnons les dirigeants d'entreprises et leurs équipes vers plus de calme, d'attention choisie, de clarté mentale et d'efficacité. Depuis quelques mois, nous avons remarqué quelque chose de nouveau chez nos clients, de l'épuisement, de la lassitude, même du renoncement. C'est problématique au moment où les entreprises ont besoin de retrouver un nouveau dynamique pour faire face au challenge de cette crise qui dure et pour se réinventer pour permettre de nouvelles réussites. Avant de démarrer, quelques recommandations pour être pleinement présent, ce qui n'est pas toujours facile lors des conférences en ligne, n'est-ce pas? Alors, si c'est possible pour vous, merci de bien vouloir fermer les notifications sur les téléphones portables. Fermez aussi les autres fenêtres ouvertes sur votre ordinateur et téléphone portable pour éviter de faire du multitâche. Pendant le temps que nous avons ensemble, vous pouvez utiliser le chat pour des questions au fur et à mesure ou sinon dans le temps de Q&A à partir de 14h45. Et merci de participer aux activités que nous allons vous proposer. C'est plutôt fun et ça sera plus intéressant pour vous. Alors, pour commencer, l'objectif de cette conférence, c'est de vous aider à apprendre à mieux vivre cette crise dans laquelle nous nous trouvons en 2021. Comment avancer? Comment sortir du burn-out vers de l'optimisme? Comment émerger de cette pandémie plus fort? Concrètement, nous voudrions vous donner quelques tuyaux pour bien vivre un futur incertain qui est le nouveau normal. Et pour commencer, je me tourne vers vous pour un petit sondage, plutôt une prise de température. Ma question est la suivante. Comment allez-vous vraiment après ces 12 mois de bouleversement? Je vous demande de répondre en un mot parce que ça va permettre de former un nuage de mots. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Alors, scannez le QR code, c'est en bleu et blanc au milieu de l'écran. Vous pouvez aussi copier-coller le lien web qui est dans le chat ou taper l'adresse dans le navigateur de votre ordinateur ou votre téléphone portable. C'est pas la peine de saisir votre nom, l'activité est anonyme. Donc, cliquez directement sur Skip et tapez votre mot dans la fenêtre qui s'ouvre. Donc, un mot, ça peut être une émotion, un état d'esprit. Comment allez-vous vraiment? Et pendant ce temps, François va faire de la magie avec un logiciel qui s'appelle Poll Everywhere. Et vos réponses vont s'afficher sur l'écran en temps réel. Ça se prépare. Merci beaucoup de vos réponses. Si ça passe, ça permet de prendre la température d'un groupe, ça nous rapproche. Donc, je vois bien en grand, c'est sympa. Les mots qui sont les plus fréquents s'affichent en plus grand. Donc, pour l'instant, fatigué et bien sont les états d'esprit les plus fréquents dans le groupe. C'est intéressant. On voit aussi prudente, neutre, épuisée.
Merci beaucoup. Seul, résigné, épanoui, impatient. C'est super intéressant. J'adore ce moment de partage entre nous. Nous sommes 92 pour l'instant, et bien et fatigué. Russe, parfaitement confiante, regonflée, ras-le-bol. Ouais. Merci beaucoup de vos réponses. Potential Project fait régulièrement cet exercice chez nos clients. Et ce sont à peu près les mêmes réponses que nous voyons un peu partout dans le monde en ce moment. D'ailleurs, nous avons sondé nos clients dans l'entreprise à la fin de 2020 sur leur état de bien-être mental. Et presque 90% des clients ont indiqué que ça n'allait pas très bien. Une surcharge de travail, un déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle, manque de communauté de soutien. C'est normal, nous vivons une époque bien drôle et on appelle ça stress post-traumatique. Et François va nous expliquer maintenant comment ça se passe au niveau de notre système nerveux. Merci Laine. Ça fait un peu plus de 10 ans que les personnes comme Laine ou moi, au sein de Potential Project, accompagnons des dirigeants de l'entreprise, des équipes un peu partout dans le monde. Et il y a rarement quelque chose qui s'est produit comme ces 12 derniers mois. En général, on nous demande d'intervenir, de venir donner des formations parce que les gens sont éminemment distraits. Le mental est distrait, on va voir ça tout à l'heure, parce qu'il y a de la pression, parce qu'on est de plus en plus addict à nos outils digitaux qui sont utiles mais qui nous interrompent en permanence, qui nous tentent, parce qu'il y a des tonnes d'informations à gérer. Et donc souvent, on vient pour permettre aux gens d'acquérir des techniques pour être un peu plus efficaces, un peu plus centrés, aussi plus capables de prendre soin de soi. Mais depuis 12 mois, ce qui se passe, c'est unique. Et c'est probablement pas prêt de s'arrêter. On a tous cru, toutes et tous cru que ça allait durer que quelques mois. Nos entreprises sont plus ou moins percutées par la crise, mais de toute façon, les façons de travailler sont désorganisées. On a attendu le retour sur site, on a attendu des consignes claires pour s'organiser différemment dans notre travail, dans notre vie privée. Ça vient, ça disparaît. Et effectivement, les recherches qui ont été faites sur le sujet montrent que, au-delà d'une certaine première période, et qui a pu être pour certains très déséquilibrant, pour d'autres presque intéressante, de se réorganiser, de vivre des choses nouvelles, la difficulté s'est installée dans la durée. Et donc, effectivement, on utilise cette image du stress post-traumatique pour comprendre comment ça fonctionne. Je vais vous partager un schéma pour illustrer ça. Et ce schéma, je vais vous le commenter. C'est la courbe. La courbe de notre niveau d'énergie, notre niveau d'enthousiasme et d'optimisme, puisque c'est le sujet du jour, par rapport à des événements qui nous percutent et par rapport à la durée. Pour un certain nombre d'entre nous, et on se situe là dans le domaine de l'entreprise, je pense que vous êtes pour la plupart des responsables dans le domaine des ressources humaines en entreprise, vous avez pu observer que dans les premiers temps, il y a à peu près un an, il y a pas mal de gens qui se sont mobilisés très fortement. Il y avait une difficulté, paf, il y a des gens qui adorent faire le mode pompier, urgence, on résout le problème, on se réorganise. Il y a comme une lune de miel, en partie, avec une difficulté, il y a de la solidarité, il y a de la cohésion, il y a des solutions. On a un niveau d'énergie qui peut être assez élevé. Et je vais vous expliquer tout à l'heure que ça a un coût en même temps. Mais quand ça commence à durer, et que la perspective de retour à la normale s'éloigne, voire est incertaine, l'histoire change complètement. Et on peut tomber assez rapidement et assez fortement dans une phase de désillusion, voire de pessimisme, voire d'apathie. Et il y a pas mal de gens dans l'entreprise, comme dans la vie tout court, qui se sont retrouvés bas en termes d'énergie, en termes d'optimisme, en termes de perspective sur les choses. Et puis ces recherches montrent aussi que la plupart du temps, quand arrive plus ou moins la date anniversaire, 10, 12, 14 mois après le gros stress, après le trauma, il y a la possibilité de digérer tout ça
pour se tourner résolument vers le présent tel qu'il est, même si on l'aime pas, même s'il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas. Et à partir de ça, pouvoir construire un nouveau maintenant déjà, et puis un nouveau demain. L'émergence de nouveaux possibles, mais ça nécessite un temps de digestion pour pouvoir se transformer. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite partager avec Laine aujourd'hui, c'est comment on peut être avec nous-mêmes et avec les autres dans l'entreprise tel que c'est aujourd'hui, construire des choses, des fondations pour pouvoir se transformer et aider à faire émerger ces nouveaux possibles. Donc pour comprendre dans quelle situation nous a mis en termes de corps et d'émotions ce qui a été vécu ces derniers mois, c'est du domaine de la physiologie de la survie. Il y a deux systèmes principaux dans notre corps qui régulent nos fonctions. Il y a le système nerveux sympathique, c'est celui qu'on va voir en premier. Sympathique, c'est pas sympathique, sympa, c'est son nom médical. Et lui, c'est le phénomène, c'est le mécanisme d'urgence. C'est celui qui nous mobilise face à un danger, face à une urgence. C'est la pédale d'accélérateur de l'organisme. Tout de suite, pression artérielle, pression sanguine, consommation de glucose dans le sang, ça nous prépare à agir. Mais ça nous prépare à agir dans l'immédiat. Ce n'est pas un système qui peut être actif tout le temps, surtout sur plusieurs mois. Donc ça nous a fatigués. Et je vous le pose là pour que vous compreniez que c'est tout à fait normal. Ce qui nous est arrivé, ce qui arrive à tous. Ça a créé une fatigue, une lassitude, puis par rapport à ça, à un moment donné, on n'a pas de solution et on peut tomber un petit peu dans le repli et dans la fatigue. Donc tout l'objet de cette conférence, c'est de vous proposer une route qu'on appelle l'optimisme avisé pour faire avec tout ça, trouver des nouveaux possibles, construire quelque chose. Et cet optimisme avisé, c'est pas le même optimisme qu'il y a 12 mois, en mars, avril, mai, quand on s'est mis dans la résolution rapide des problèmes, quand on croyait que ça allait s'arrêter relativement rapidement. C'est pas un optimisme entre guillemets naïf et peu informé. C'est un optimisme tout à fait conscient de la réalité telle qu'elle est. Il est réaliste, pas idéaliste, et c'est pas facile. Donc tout à l'heure, on va commencer par notre premier thème de l'acceptation, qui va visiter précisément ça. Et en même temps, cet optimisme avisé, il se tourne vers les choses telles qu'elles sont maintenant, avec une volonté d'aller vers l'avant, avec ses possibles. Et pour voir ces possibles, il faut aussi faire un travail spécifique, c'est ce qu'on verra en deuxième tout à l'heure, autour de l'ouverture d'esprit radical. Et puis troisième chose qui est vraiment importante, heureusement, c'est que c'est pas cuicui les petits oiseaux dans l'air, ça s'apprend, c'est concret, ça s'appuie sur des entraînements, des clés de compréhension. On peut développer cet optimisme avisé. Il ne s'agit pas de savoir si par personnalité on est optimiste, pessimiste, machin, voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça s'apprend, on peut construire tout ça. C'est ce qu'on souhaite partager avec vous au travers de 4 clés. Premièrement, l'acceptation radicale, accueillir ce qui est. Et tout particulièrement ce qui n'est pas agréable. Et à la fois l'événement qui n'est pas agréable, mais aussi le ressenti qui n'est pas agréable. Et puis l'ouverture radicale, lâcher prise des idées préconçues, se tourner vraiment vers les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, donner du sens, chercher du sens, contacter le sens en profondeur chez nous, chez les gens autour de nous. Et puis se tourner vers l'action réfléchie, appuyée sur ces 3 premiers facteurs. Donc je vais te repasser la parole, Laine, pour aller rendre visite au premier thème de l'acceptation radicale. Merci François. L'acceptation radicale, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille dans la finance, alors je voudrais vous proposer une équation. Quand un événement désagréable se produit, ça nous inflige une douleur. C'est le D de l'équation. C'est comme ça, c'est inévitable. Ça peut être une douleur physique, une douleur émotionnelle, une douleur psychologique, une remarque désagréable, encore changement dans ce qu'on me demande de faire, encore une urgence qui me tombe dessus, une restriction de liberté, ne pas pouvoir voir quelqu'un que j'aime. Mais il y a une grande différence entre douleur et souffrance. Une douleur, c'est dans l'immédiat et la souffrance, c'est durable. Et souvent, on transforme la douleur en souffrance parce qu'on y applique de la résistance. C'est le R de l'équation, le refus de faire face à l'inconfort. En revanche, si je parviens à amoindrir ma résistance, alors ma souffrance peut être bien moindre.
L'acceptation n'est pas quelque chose de passif, c'est pas se laisser marcher dessus, c'est pas non plus de l'indifférence, c'est reconnaître qu'il y a des choses dans la vie que nous ne pouvons pas changer. Dans la zone bleue du slide, par exemple, la pandémie, les embouteillages, le temps qu'il fait, ce sont des choses qu'il faut accepter. Mais il y a une zone représentée par le cercle blanc, ce sont des choses que nous pouvons changer. Ce que nous faisons de notre temps libre, ce qu'on mange, comment nous nous comportons avec les autres, par exemple. Donc, face à la réalité, nous avons deux stratégies possibles. Agir par rapport aux choses que nous pouvons changer et accepter le reste, puisque nous n'avons pas le choix. Quand je diminue ma résistance à ce qui se passe, un, je souffre moins, et deux, je peux mieux me focaliser sur ce que je peux contrôler. Il est démontré que l'entraînement à la mindfulness, que je vais vous faire découvrir tout à l'heure, contribue beaucoup à l'acceptation de l'inconfort de ce qui nous arrive. Ça nous aide à être beaucoup plus libres et beaucoup plus résilients dans la diversité. Donc, à ce stade, je voudrais vous proposer encore un petit sondage. Si vous deviez revivre les 12 derniers mois, c'est-à-dire la pandémie, avec tous les effets sur votre vie personnelle et professionnelle, le feriez-vous? Merci François d'avoir lancé le sondage. Donc, je vous demande de répondre à l'instinct sur une échelle de 1 à 5. De 1, non, surtout pas. J'ai surtout pas envie de revivre les 12 derniers mois. Jusqu'à 5, oui, absolument. Je revivrai bien cette pandémie. Je vous laisse quelques instants et après, je vais partager les résultats. Et pour ajouter aussi à ça, c'est situez-vous dans votre expérience personnelle, hein, de ce que vous avez vécu d'agréable et désagréable. Auriez-vous envie de reprendre Ouais, c'est ça. la totalité de Pour ce qui vous a été personnellement. Exactement. Donc, il y a la moitié, presque 60% des gens qui ont répondu. Je vous laisse le temps de réfléchir. De 1, non, surtout pas. Jusqu'à 5, oui, absolument. Il y a des gens qui réfléchissent. Voilà, Ça peut surprendre d'ailleurs la question. comme les résultats commencent à se stabiliser, je vais publier les D'accord. résultats du sondage. Donc, je mets fin au vote et on aura un autre vote un petit peu plus tard tout à l'heure sur un autre sujet et je vous partage les résultats. Normalement, si tout se passe bien, ça s'affiche sur votre écran. Ça s'affiche, Laine, tu les vois? Alors, moi, je vois que 75% ont voté. 74% ont voté. Un petit peu en dessous, si tu fais un scroll down, normalement, tu as les résultats des votes. Tu vas les dire parce que je ne les vois pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais les dire. En espérant que ça s'affiche aussi pour vous, les résultats des votes. Donc, si je cumule les 1 et les 2, non, vraiment pas, et puis clairement, sinon, non, ça fait 30%. 30% de gens qui ne voudraient vraiment pas revivre ces 12 derniers mois. Et ça se comprend, ça a été vraiment difficile. On va dire que les 3, c'est entre les deux, il y en a 16%. Et puis, si je cumule les réponses de type 4 et 5, j'obtiens un autre 30%. Très, très intéressant. Un autre 30% qui voudrait revivre ces 12 derniers mois. Et donc, ce qu'il apparaît de ce sondage, c'est qu'il y a à peu près autant parmi vous qui ne voudraient clairement pas revivre ces 12 derniers mois que d'autres qui voudraient absolument revivre ces 12 derniers mois. C'est vraiment intéressant. Je te repasse la parole quelques instants, Laine, et puis ensuite, je vais essayer d'expliquer ça. Super. Ouais, c'est intéressant. On fait ce sondage lors de nombreuses conférences et les résultats sont en moyenne les suivants. 50% ne revivraient pas 2020 et 50% revivraient bien les événements des 12 derniers mois. Alors, pour les 50% qui disent non,
On peut comprendre aisément que la perte de son emploi ou un deuil, par exemple, ne donnerait absolument pas envie de revivre 2020. Mais les 50% qui ont dit oui, c'est pourquoi, à votre avis? C'est super intéressant. La réponse est simple, mais profonde. C'est parce que les périodes difficiles peuvent être porteuses aussi de sens. Et c'est notre deuxième thème. Et je te laisse nous en dire plus, François. En espérant que tout se passe bien pour vous jusqu'à présent. Euh, Vous avez entendu parler de ce fameux idéogramme chinois pour représenter le concept de crise. Avec cet idéogramme chinois, crise, c'est à la fois danger et opportunité. Et on a vu ça. On a vu ça. Il y en a peut-être parmi nous qui malheureusement n'ont pu avoir affaire qu'à l'aspect danger. Il y en a peut-être d'autres parmi nous qui ont vu qu'il y avait aussi une opportunité. Et là, je vais vous parler d'opportunités personnelles surtout. Je parierais que dans la moitié d'entre vous qui se sont plutôt prononcés sur oui, je voudrais bien revivre, il y a cette notion, c'est que vous y avez vu l'opportunité de transformation dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle. Et donc ça nous amène à notre deuxième thème qui est l'ouverture radicale. Essayer de voir et s'entraîner, ce sont des pratiques d'entraînement, à voir que dans une crise, il y a aussi une opportunité. Je vous affiche la binette du PDG de Microsoft, Satya Nadella. Microsoft, c'est pas typiquement, culturellement, l'entreprise où on se remet très très facilement en question. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a beaucoup de succès. Culture d'ingénieur, culture de je sais. Mes produits sont formidables. Et pourtant, Satya Nadella, en ce moment, dit que l'une des choses les plus importantes pour lui, c'est ce que je vous affiche. Il s'agit pour moi de questionner chaque jour ma façon de penser. Et c'est ce qu'il essaie d'insuffler dans l'entreprise. Questionner ma façon de penser, questionner mes vues fixes, rigides, basées sur le passé. Et puis, en même temps, d'essayer d'être à l'aise avec ça, ce qui n'est pas facile. Du coup, il y a vraiment ces deux éléments. Il y a comprendre quel est notre regard et comprendre dans notre regard qu'est-ce qui est fixe, tourné vers le passé, qui nous empêche probablement de voir tous les possibles aujourd'hui. Et puis, aussi s'intéresser à notre rapport avec l'inconfort de ne pas savoir. Pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt inconfortable de ne pas savoir, surtout quand c'est sur longue durée. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller concrètement comprendre quel type de questions on se pose sur ce qui est à vivre. Parce que ça fait un effet radicalement différent. Assez souvent, instinctivement, on se pose les questions de pourquoi et de quand. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Le fameux pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Ce sont des questions qui sont assez auto-centrées, on est tous comme ça, c'est normal, mais qui sont assez souvent porteuses de pas grand-chose. Ça nous enferme plutôt que ça nous ouvre. Le pourquoi, ben, on n'a pas la réponse du pourquoi ça m'arrive. De pourquoi cette crise, pourquoi machin, pourquoi ces restrictions, pourquoi tout ça. Et le quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va redevenir comme avant? Ben oui, forcément, c'est plus facile, ça redevient comme avant. Mais j'ai pas le contrôle sur si ça redevient comme avant. Retour à ce que nous partageait Lane tout à l'heure. Accepter qu'il y a des choses qui se sont produites sur lesquelles j'avais pas le contrôle. Ça ne veut pas dire que tout est formidable, ça veut dire que c'est comme ça. Et que si je reste coincé dans le pourquoi et le quand, je vais pas arriver à avancer. Si je vais vers l'acceptation que c'est comme ça et vers le comment, alors là, je peux peut-être trouver des opportunités, des pistes de développement pour moi-même, pour mes équipes, pour les gens qui m'entourent, pour l'entreprise. Donc comment est-ce que je pourrais transformer la situation actuelle en une opportunité de croissance, au moins personnelle? Comment je pourrais sortir de ça différent, différente, peut-être plus riche, plus forte, ayant contacté des nouvelles choses, ayant recentré ma vie personnelle et professionnelle sur le cœur de ce qui compte pour moi? Et donc en lien avec le troisième thème, je vous rappelle, le premier thème c'est l'acceptation, le deuxième c'est l'ouverture radicale, et le troisième c'est d'aller regarder ce sens. Je ne vous ai pas mis un grand S à sens, je mets un petit S. Il y a plein de sens possibles. Mais autour de ce pourquoi, quand, vers le comment, peut-être décider, prendre le temps et décider du sens
que je veux donner à cette difficulté. Il y a une possibilité de ça. Moi, je le vis dans ma vie personnelle. J'ai été vraiment percuté par cette crise, mais par d'autres choses aussi. Et ça m'a invité, et jamais j'aurais changé comme ça sinon. Ça m'a invité à me dire comment je suis dans la fermeture à ce qui ne me plaît pas. Comment je suis? Est-ce que je vais continuer à rejeter ce qui ne me plaît pas, à faire comme si ça n'existait pas, ou est-ce que je vais m'y placer au centre et comprendre quelle est la pépite qui est là-dedans, pour aller trouver une possibilité d'être plus large, plus respirant, d'ouvrir, de contacter des nouvelles qualités en moi, des nouveaux espaces, et de me sentir plus puissant à la fin. Donc décider du sens que je veux donner aux difficultés, chacun le nôtre. Mais ça peut se discuter en équipe, ça peut se discuter dans une entreprise. Et puis, une fois que je l'ai décidé, mettre au cœur de mon quotidien ce sens. Parce que si j'y pense une fois, et puis je suis toujours dans la course du quotidien, ça ne va pas me servir à grand-chose. Donc l'écrire, le mettre en post-it sur son bureau, je ne sais pas, se souvenir chaque matin que c'est ça qu'on veut mettre au cœur de son action. Et j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure pour continuer à filer la pelote. À ce stade, ravi de te passer à nouveau la parole, Laine. Eh bien, j'ai un petit exercice, ou plutôt un test à vous proposer maintenant. C'est très court, ça va prendre 45 secondes, et c'est pour évaluer nos capacités à développer ces attitudes mentales d'optimisme avisé dont François nous a parlé. Donc, je vais vous demander de garder une idée en tête pendant 45 secondes sans penser à autre chose. OK? C'est tout. C'est très simple. Vous choisissez une pensée, une idée, ce que vous voulez, et vous vous concentrez dessus pendant 45 secondes sans vous laisser distraire. Et je vais vous chronométrer. Donc, vous vous concentrez dessus pendant 45 secondes sans vous laisser distraire et fermez les yeux si vous voulez. D'accord? Alors, si tout le monde est prêt, 3, 2, 1, go. C'est fini. Vous pouvez rouvrir les yeux. Alors, un petit sondage. François, tu vas nous lancer ça? Oui, je te lance. Alors, la question est la suivante. Votre attention a-t-elle été distraite, ne serait-ce qu'une seule fois, au cours des 45 secondes? Donc, simple réponse, oui ou non. Votre attention a-t-elle été distraite? Est-ce que vous n'avez pu penser à votre pensée, à votre mot, à votre idée, ne serait-ce qu'une seule fois au cours des 45 secondes? Les 3/4 des gens ont répondu. On laisse encore le temps. Ok, je vais publier dans 5-10 secondes, je crois que ça y est. La plupart des gens qui souhaitaient répondre ont répondu. Allez, c'est parti, fin du vote, partagez les résultats. Et donc Line, si tu veux, si tu fais un scroll down sur ton écran, je pense que les résultats s'affichent pour toi, sinon je peux les commenter à nouveau. Scroll down, scroll down, scroll down. Je fais ça. Allez, je te donne les stats. C'est... Ah, je vois, oui, je vois, ouais. je vois, je vois. Donc, 50% ont dit oui, j'étais distraite, et 36% ont dit non. Merci. Et Hélène, je viens de comprendre comment ça fonctionne, parce que tout à l'heure, je m'étais rendu compte que les maths, ça marchait pas. C'est qu'en fait, les pourcentages sont calculés sur le total des participants et pas des répondants. Donc là, tu as 50, en fait, D'accord. 50 sur 80, donc 2 tiers qui ont dit oui et un tiers qui ont dit non, à peu près, des répondants. D'accord. OK. Bon, ben, ce qu'on peut en retenir, c'est quand même difficile de rester concentré pendant 45 secondes
Pourtant, ça paraît pas long, mais quand on essaie de se concentrer, c'est une éternité, 45 secondes. Le mental est fait comme ça s'appelle le vagabondage de l'esprit et nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils pour ça. Le mental, il est fait comme ça. Nous avons une charge incroyable de choses à garder à l'esprit, à gérer tout le temps. Et les neuroscientifiques, d'ailleurs, appellent ça l'état d'esprit par défaut. Nous sommes tous distraits en permanence. C'est même déconcertant, d'ailleurs, quand on se penche sur la question. Il y a une solution. C'est simple, mais ça demande de la discipline. C'est de s'entraîner. Entraîner son mental grâce à des techniques validées par les neurosciences. Et certains appellent ça de la méditation. Et je vous propose de découvrir ça maintenant. Je vais vous guider pendant 5 minutes. Essayez vraiment, c'est indolore et même plutôt agréable en général. Je vous montre rapidement un petit schéma pour que vous compreniez. On appelle ça ABCD. Il y a 4 étapes. A, c'est pour anatomie. Nous allons commencer par nous détendre un peu le corps. B, c'est pour breath ou respiration. Nous allons nous concentrer sur notre respiration. C, c'est pour compter. Nous allons compter nos expirations de 1 à 5 et de 5 à 1. Et D, c'est pour distraction, parce que nous serons distraits, forcément. Et quand nous serons distraits, quand nous nous rendons compte que le mental a vagabondé et que nous ne sommes plus en train de compter nos expirations, nous lâchons doucement la pensée et nous revenons tranquillement au comptage des expirations. D'accord? Vous êtes prêts? Ok, je vais laisser ça à l'écran. Et on commence par A pour anatomie. Donc, je vous invite à trouver une position confortable, assis idéalement, les 2 pieds au sol, le dos est droit et détendu. Les mains sont sur les jambes ou sur le ventre et les yeux sont fermés ou mi-fermés. Prendre conscience maintenant de tout le corps, assis sur la chaise, là où vous êtes, ici maintenant. Juste présent. En prenant maintenant une inspiration douce, un peu profonde et lente, en expirant doucement. Je vous invite à détendre un peu le visage du mieux que vous pouvez, les muscles autour des yeux, la mâchoire, la bouche, la langue. Les épaules peuvent être relâchées, détendues comme si elles étaient tirées vers le sol. Les muscles de l'abdomen peuvent se ramollir. Et en observant maintenant la respiration dans la zone de l'abdomen avec curiosité et une ouverture d'esprit. Juste la petite expansion et contraction de l'abdomen au moment de la respiration. C'est le B pour breath ou respiration. En acceptant ces respirations, on ne cherche pas à bien respirer. Le corps sait respirer tout seul. On utilise la respiration comme encre pour notre attention.
Je vous invite à compter maintenant les expirations de 1 à 5 et de 5 à 1. C'est le C pour compter. Si vous avez une pensée, si vous êtes distrait, c'est normal. C'est le D pour distraction. Relâchez, laissez partir la pensée tout simplement et revenir tranquillement au comptage des expirations de 1 à 5 et de 5 à 1. Prendre maintenant de nouveau conscience de tout le corps, assis en train de respirer. Et sur une prochaine expiration, quand vous vous sentez prêt, en ouvrant les yeux si vous les avez fermés. Et en vous étirant un peu si vous en avez envie. Merci d'avoir participé à cet entraînement. Quand on s'entraîne ensemble, ça crée un lien invisible mais profond qu'on appelle la résonance. C'est sympa en ce moment alors qu'on fait beaucoup de télétravail. Alors merci encore d'avoir participé. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos cerveaux pendant cet entraînement? Je vais vous montrer un schéma de notre cerveau. Quand nous étions focalisés sur la respiration, en train de compter, nous étions présents. C'est l'image à gauche de l'écran. Ensuite, le mental a vagabondé. Nous ne comptions plus, même moi, alors que j'ai beaucoup d'expérience. C'est l'image en haut de l'écran. Au bout d'un moment, nous sommes devenus conscients du fait qu'on était distrait, qu'on ne comptait plus les expirations. C'est l'image à droite, c'est la prise de conscience du vagabondage du mental. Et ensuite, nous avons redirigé notre attention sur la respiration et le comptage. C'est l'image en bas. Et nous étions de nouveau présents. C'est l'image de gauche. Et ainsi de suite. Et donc, l'entraînement, c'est une boucle, comme ça. La prise de conscience du vagabondage et la redirection de notre attention, c'est là où se passe l'entraînement du mental. C'est exactement comme on peut entraîner ses muscles en salle de gym. Avec le temps et un entraînement régulier, on développe 3 qualités mentales. La concentration, la conscience du vagabondage du mental, du fait que nous sommes très souvent distraits, et la réorientation de notre attention. Et ça nous amène au 4e et dernier axe de l'optimisme avisé, c'est situé dans l'action réfléchie. Je te passe la parole, François. Exactement, c'est là où on souhaite aller. Sortir de certains niveaux d'apathie, de renoncement, de pessimisme, de désillusion, qui a le droit d'être là, bien sûr, mais pourquoi pas essayer de se tourner vers l'action réfléchie. Donc on a parlé des 3 fondations, l'acceptation radicale, ça c'est pas facile, des choses qui se passent et de mon ressenti pas agréable de ces choses qui se passent, l'ouverture radicale d'esprit
vers le fait de regarder le présent tel qu'il est, d'accepter de ne pas savoir, ce qui n'est pas facile, et puis, oups, chercher du sens avec un petit S. Quel sens on pourrait donner à ce qui est à vivre, qui n'est pas facile. Et en même temps, c'est souvent quand il y a un petit peu de choses pas faciles qu'on peut être amené à faire bouger les plus belles choses en soi. Tout ça pour nous tourner vers l'action réfléchie, qui est l'incarnation, à la fin, de l'optimisme avisé. Et ça nécessite, à mon expérience, deux choses. La première, c'est le soin de soi. Et la deuxième, c'est la discipline personnelle et professionnelle. On va commencer par le soin de soi. Tout à l'heure, je vous parlais de la physiologie de la survie. En rouge, le système nerveux sympathique, la pédale d'accélérateur. Là, je vais vous parler du système en bleu, c'est imagé, la physiologie de la récupération. Ça s'appelle le système nerveux parasympathique. C'est celui qui permet de calmer le système corps-esprit. C'est le système de la récupération, de la reconstruction, du nourrissement, du renouvellement des cellules. Ce mode récupération, il est présent tout le temps. Système nerveux sympathique, pédale accélérateur, système nerveux parasympathique, pédale de frein. Le problème est que la pédale d'accélérateur, le système rouge, lui, elle est activée souvent par le stress, la pression, les gens qui nous parlent pas bien, les trucs qui se passent pas bien, toute la liste de choses à faire, les interruptions, tutti quanti, les urgences qui tombent. Donc la pédale accélérateur, elle est activée en permanence par la vie dans laquelle on vit. En revanche, la pédale de frein, elle a tendance à pas être activée par l'extérieur, pas beaucoup, hein. Et donc c'est à nous, consciemment, de venir porter de l'attention sur ce mode récupération et de le favoriser. Et il se trouve que, en portant l'attention sur sa respiration, comme ça a été proposé tout à l'heure par Lane, en s'arrêtant de temps en temps 1 minute, fermant les yeux, reconnecter avec les sensations du corps, ça permet d'activer cette pédale de frein et de récupérer un petit peu. Et puis évidemment la pratique un petit peu plus longue et durable de mindfulness ou de pleine conscience, comme vous avez pu la découvrir il y a un instant. Donc première chose, c'est vraiment ça à comprendre, on a besoin de prendre soin de nous. Et la deuxième chose, c'est la discipline. Alors moi, je vous propose une discipline assez simple et très efficace, c'est la discipline 2 fois 2 fois 2, ou 2 plus 2 plus 2. Les mathématiques sont relativement souples aujourd'hui. Et donc, c'est cette proposition que, en début de chaque journée, en début de chaque après-midi, plutôt que de vous lancer tête baissée sur les dossiers à traiter, sur les mails à traiter, sur toute la liste de to-do, qui sont certes à faire, vous preniez d'abord le temps de vous poser. 2 minutes pour se poser, ce n'est pas un investissement déraisonnable. Fermez les yeux, recentrez sur les sensations du corps, la respiration, ça vous pose. Ça clarifie un petit peu l'esprit, ça désencombre le mental. À partir de là, se souvenir du sens qu'on a décidé de mettre dans ce qui est à vivre là, notamment de pas forcément toujours facile. Faire émerger à surface le sens. À partir de là, choisir les priorités. Et puis, ensuite, essayer d'organiser son agenda autant que faire se peut pour aujourd'hui, si c'est plus possible pour aujourd'hui, pour demain et les jours suivants, pour faire de la place à ce sens et se souvenir de faire des petites pauses de temps en temps. Alors ça nous permet de conclure en mode, mais alors vraiment, vue hélicoptère, hein, parce que ce qu'on vous a présenté là avec Lane, en fait, en soi, c'est un programme qui se déroule dans les entreprises sur 5 ou 6 séances. 5 ou 6 séances au total, parce qu'il faut le temps d'approfondir tout ça. C'est pas parce qu'on a vu et compris que ça va se faire. Il faut travailler dessus, individuellement, collectivement. Mais bon, voilà, c'est un taster. Donc, petit avant-goût, acceptation radicale, ouverture radicale, donner du sens, action réfléchie. Si vous avez envie d'explorer ça, c'est quelque chose voilà, qui se fait relativement facilement. On est évidemment ravis d'être à votre disposition par rapport à ça. Tout à l'heure, on vous proposait quelques idées pour aller plus loin. Moi, je voudrais, dans un instant, à nouveau me tourner vers vous pour un deuxième et dernier nuage de mots. On utilisera le même lien
que tout à l'heure sur Paul Everywhere. Je vais juste le préparer pour qu'il soit prêt, mais attendez, n'y allez pas maintenant, que je vous dise. Parce que quand même, on va pas être vache. Avant de vous poser la question de qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous aimeriez mettre en œuvre dans ce qu'on vous a proposé, je vous fais des rappels. Donc, des propositions concrètes qui vous ont été faites, c'est s'entraîner à cette pratique de développement de l'attention consciente, qui est porteuse de tellement de choses. 10 minutes par jour, c'est l'idéal. 10 minutes par jour, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. 10 minutes par jour, il y a des super façons de s'organiser pour ça et vous créez relativement rapidement une habitude. Ensuite, là, il nous a proposé ces deux cercles-là. Cercle d'acceptation, ce que je peux contrôler, ce que je ne peux pas contrôler. Et ça remonte à loin, hein. Ce sont les philosophes stoïciens, il y a presque 2 millénaires, qui avaient trouvé ça. Et puis, reformuler les difficultés vécues en utilisant la question comment pourrais-je trouver une occasion de croître à titre personnel là-dedans plutôt que le pourquoi et le quand. Enfin, 4, pas enfin, suite 4, réfléchir au sens que je pourrais donner aux événements et décider et agir à partir de ce sens. Teinter les choses que je fais au quotidien par rapport à ce sens et puis me poser, respirer, récupérer régulièrement avec ne serait-ce que quelques petites pauses. Nous, on les appelle pauses performance dans nos formations. Pause performance, 1 minute. Respirer, reconnecter avec le corps. Et pourquoi pas cette méthode 2-2-2 en début de journée, en début d'après-midi. Donc je me tourne vers vous avec cette question finale, et puis ensuite on va entrer dans un moment de questions-réponses jusqu'à 15 heures. Donc une invitation à écrire vos questions dans le chat, écrire vos questions pour qu'elles puissent apparaître. Donc en un mot, qu'est-ce que vous retenez? Donc le même lien que tout à l'heure, si vous avez gardé actif, vous pouvez le rescanner. Le lien est à nouveau disponible dans le chat. Qu'est-ce que vous retenez en un mot, hein? Ça fait un nuage de mots, et je vais le partager maintenant. C'est parti. Ça s'affiche pour vous aussi. J'aime bien ces mots d'écologie, de respirer, de sens, à donner soi-même, de soin, l'équation. Ah, il y a plein de choses, c'est chouette, équilibre, serein, mindfulness, concentration. Si quelqu'un qui a mis entraînement, ben ça y est, il n'y a qu'à demander, entraînement. Reconnexion, care, ouverture. J'adore respirer. J'ai une alerte sur mon Apple Watch qui me rappelle qu'il faut respirer. J'oublie de respirer parfois. Et oui, c'est vrai qu'il y a une différence entre... Bon, ça respire tout seul quand même dans le corps, mais c'est vrai qu'il y a une différence quand on vient y poser la conscience. Il y a une claire différence sur l'effet que ça fait. Merci de le rappeler. Voilà. Et donc, on se tourne là maintenant vers un temps de questions-réponses. Simplement, je vous propose, oups, pardon, que je fasse pas de bêtises. Je vous propose d'abord de conclure sur quelques propositions. Et nos propositions, elles sont au nombre de 3 ou 4. Alors, juste avant de les situer, ces propositions, vous rappelez que le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez envie de le partager avec des collègues au sein de vos équipes RH, avec des responsables de vos business units, avec vos partenaires, vos business partners à l'intérieur de l'entreprise, le lien sera disponible très vite, donc en replay sur le site MyRHline. Donc vous aurez des nouvelles grâce à Christophe. Nous, on vous invite, si vous voulez en savoir plus sur notre travail et tout particulièrement sur cet optimisme avisé, pouvoir visiter notre site internet qui s'affiche ici à l'écran, de pouvoir aussi nous rendre visite sur notre page LinkedIn qui s'appelle Potential Project France. Vous pouvez nous écrire france@potentialproject.com pour découvrir plein de nos articles publiés dans Harvard Business Review, Forbes ou autres, et aussi pouvoir concourir à un tirage au sort qui vous permettra de gagner ce bouquin qui s'appelle Une seconde d'avance, qui est une super référence pour un travail plus organisé, avec plus de présence tout au long de la journée, pour que vous soyez à la fois plus efficace et plus équilibré dans votre travail. C'est plein de trucs très très concrets. Et puis on anime aussi un réseau de leaders, notamment dans la sphère RH, concernés par ces sujets de pleine conscience et de travail. Est-ce que j'oublie quelque chose, chère Lane?
Ben non, je pense que c'est très complet. Je vois qu'il y a des questions dans le Q&A, en particulier. Il y avait une question sur le format. Quelles populations sont concernées dans l'entreprise par vos programmes selon vous? Je te laisse répondre. Ouais, avec plaisir. Regarde les autres questions. Toutes les populations, en fait. Il y a beaucoup de nos interventions qui se situent sur la base, qui sont choisies sur la base du volontariat. Donc souvent, il y a une conférence découverte au sein de l'entreprise qui est organisée par l'équipe RH la plupart du temps. Conférence découverte, par exemple, telle que celle qu'on vient de faire, on a plein de thématiques. Hein. Et thématiques de performance, thématiques de résilience, des thématiques de compassion, des thématiques d'optimisme à viser, des thématiques sous différents angles. Et donc, ça permet aux gens de découvrir et derrière d'avoir envie, de signifier son envie d'explorer ce thème davantage sous format de 5, 7 ou 10 sessions hebdomadaires d'une heure et demie. Et puis, il y a des choses qui sont aussi dédiées tout particulièrement aux populations de leaders, qui visitent particulièrement les liens entre leadership et reconnexion à autrui, inspiration, leadership de soi pour leadership des autres, création, favoriser la confiance, la sécurité psychologique au sein de l'entreprise dont on a beaucoup besoin aujourd'hui. Donc ça s'adresse vraiment à toute population. Merci, merci. Je vois aussi, pouvez-vous nous donner des astuces pour faire adhérer les plus résistants au mindfulness? Ah, ça c'est Les pour cas, toi. C'est les pour toi cas ça. durs. Ben, peut-être que vous avez expérimenté ça pour la première fois aujourd'hui. Je pense que c'est le cas pour certains d'entre vous. Je ne sais pas si c'est le cas pour la personne qui a posé la question. Je pense que dans un premier temps, il est intéressant de noter que c'est une technique extrêmement simple. Vous avez vu que c'est vraiment facilement abordable par tout le monde. Notre méthode en particulier ABCD se pratique en 5 minutes, en 10 minutes. Nous avons l'habitude de faire des conférences, des keynotes devant des populations dans l'entreprise importantes pour permettre aux gens d'expérimenter ça en direct, comme vous avez fait avec nous. Et puis finalement, souvent, on a un petit groupe de volontaires qui veulent bien faire un pilote, un programme sur plusieurs semaines. Et typiquement, ce qui se passe, c'est que ces gens-là deviennent ensuite ambassadeurs au sein de l'entreprise qui peuvent attirer leurs collègues. Donc, c'est un modèle qui fonctionne bien. Je ne sais pas si tu as d'autres commentaires par rapport à ça, François. Ouais, ouais, j'en ai bien. Pendant les 40 et quelques premières années de ma vie, j'ai essayé de changer les autres et ça n'a pas marché. Donc je suis bien tenté de temps en temps, mais je me rends compte aujourd'hui que je peux surtout peut-être changer moi-même. Donc en effet, convaincre, changer, c'est pas évident. Ce qui marche à fond, c'est ça, c'est de poser une conférence, c'est de poser un moment découverte entre midi et deux, à l'occasion d'un séminaire d'entreprise, même en ligne. Et là, en général, la découverte est forte, l'adhésion est très forte, et ça vous permet, en tant que responsable RH, de disposer de toute une dynamique sur laquelle vous pouvez lancer un premier programme. Merci, merci. Je vois une question. Comment convaincre les directions générales de l'efficacité de ce type de programme, de programme? Une question très importante. Nous avons l'habitude d'intervenir en COMEX. C'est efficace, justement, pour toucher la direction générale. Je ne sais pas, François, si tu voudrais parler d'une expérience dans ce domaine que Ah tu ouais. as eu. C'est fascinant, hein. Il y a encore un an, c'était relativement rare de pouvoir intervenir au niveau COMEX parce que souvent les grandes dirigeantes, les grands dirigeants se voyaient avant tout comme des Wonder Woman et des Superman. C'est-à-dire, moi je sais faire, hein, c'est bon, j'ai les épaules, j'ai la carrure, je dors peu, tout va bien, je fais face. Donc vous pouvez mettre en place vos trucs pour le reste de l'entreprise, c'est ok, mais moi non. Et puis, même ces gens-là ont été tellement bousculés par ces 12 derniers mois avec les enfants à la maison, avec se rendre compte de ce que c'est que de plus avoir ses équipes sous la main, que elles et eux aussi se sont ouverts à un rythme élevé à ces thématiques. Donc j'ai
dans une très grande entreprise, on a pu dans une très grande entreprise industrielle intervenir auprès du comité de direction sur les thématiques du compassionate leadership, leadership et compassion. Passionnant, absolument essentiel pour recréer du lien avec les équipes et pour diriger depuis un autre endroit, tout en gardant évidemment sa capacité à trancher dans le vif, mais depuis un autre endroit. Et puis dans une grande banque, par exemple, pareil, programme pour des comités de direction autour de quelques clés de l'agilité mentale, de l'innovation un petit peu plus libérée de l'ego, et puis pareil de la compassion éclairée. Alors, je continue à parcourir les questions. Intervenez-vous en anglais à l'international? Moi, j'adore intervenir en anglais, je vous le dis tout de suite. L'équipe parle anglais. L'équipe France parle très bien anglais, y compris François qui a fait son MBA aux États-Unis. Et comme je vous ai dit au début, nous sommes 180 dans le monde, dans 28 pays. Donc, on intervient dans je ne sais pas combien de langues. François, tu as une idée? Beaucoup de langues. 20 langues. Oui. Nous avons des clients dans l'entreprise avec des implantations dans de multiples pays et zones horaires, et nous avons la possibilité et l'expérience et la plateforme pour livrer nos programmes en de multiples langues, dans de multiples zones horaires. Donc, ce n'est absolument pas un problème. Est-ce que tu vois d'autres questions, François, à laquelle tu... On va regarder peut-être une ou deux dernières questions pour vous libérer vraiment à l'heure. Je suppose que la plupart d'entre vous ont des petits rendez-vous dans l'agenda à 15 heures. Et moi, ça me tiendrait vraiment à cœur personnellement qu'on puisse clore à 14h58 pour que vous ayez ces précieuses 2 minutes de transition avant de vous connecter à votre prochaine réunion. Et si vous vouliez bien, dans ces 2 minutes de transition, les prendre pour vous, pas aller coincer un email supplémentaire si c'est possible, mais juste respirer et laisser infuser un petit peu ce qui vous a parlé aujourd'hui. Donc, allez, qu'est-ce que ça pourrait être une dernière question? Secteur public, oui. Programme pour déployer l'optimisme des collaborateurs, bah, je pense que vous en avez eu là une bonne petite vue hélicoptère. L'efficacité, alors ça c'est super important. Pour convaincre de l'efficacité, on mesure. Avant chaque programme, avant chaque cycle d'approfondissement, on mesure l'état de départ. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, avec des protocoles qui sont bien. On mesure avant et on mesure à la fin à nouveau, et on vous fournit une vue quantitative de ce qui a changé dans la façon de se ressentir, dont les gens se perçoivent et agissent et observent leur niveau d'efficacité, de résilience, d'équilibre. C'est vraiment intéressant. Ça fournit des preuves solides. Et on vous restitue évidemment tout ça. Bon, voilà. Alors attends, optimisme et rigueur ne sont-ils pas contradictoires en entreprise? Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Celui qui sourit, il a l'air d'être un gentil bonnet. Bon, ça change quand même. Et là, on ne parle pas d'optimisme naïf et béat. On parle d'optimisme avisé, intelligent, résolu, connaissant la difficulté, connecté à la sienne et à celle des autres. Donc, je crois que c'est tout à fait compatible avec la rigueur. C'est même un appui fort d'une action rigoureuse et déterminée. Alors, qu'aurais-tu comme mot de conclusion, Charline? J'aime bien ton idée de prendre les 2 minutes qui restent pour pourquoi ne pas d'ailleurs mettre en œuvre la stratégie de 2-2-2 que tu nous as proposée. 2 minutes pour respirer tranquillement, 2 minutes pour fixer ses priorités et 2 minutes pour se faire un plan pour le reste de l'après-midi ou le prochain rendez-vous. Merci beaucoup. Et puis un grand merci à Christophe et à l'équipe MyRHline pour avoir produit cette conférence. Grand merci et hâte d'être en échange avec vous si vous le souhaitez. Très bel après-midi. Merci de votre participation. Bel après-midi.